Allez, on y va. Bon, chers collègues, merci de votre présence. Alors, ce que je vous propose, parce que là, il nous reste 72 amendements. Je vous propose qu'on continue à dérouler l'examen du PLFSS, malgré l'examen de la PPL protoxyde d'azote. Et puis, on va gérer comme ça. S'il y a des votes importants, on ira. Et s'il y a des votes sensibles, on interrompra la séance. Mais ce que je veux dire... Pardon ? Mais je respecterai ce que chacun souhaite, ce qui est important pour les uns ou pour les autres. Ce n'est pas un sujet. Voilà. On accepte l'idée de courte suspension de séance si on les demande pour des votes qui sont importants pour les uns ou pour les autres. Oui, on y va, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est ça. Pour une fois, c'est ça ? Allez, on y va. L'article 19 bis. L'article 19 bis, c'est l'obligation de renseigner un logiciel national de suivi des stocks pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Je le mets aux voix qui est favorable à cet article. Il est adopté. L'article 19 ter, c'est la réduction à 1 an du délai avant inscription automatique sur le groupe des médicaments biologiques substituables. Pas d'amendement. Je le mets à l'article aux voix qui est favorable. Il est adopté. À l'article 20, on a effectivement des amendements, et notamment un amendement des écologistes. Monsieur Pétavy qui le défend. Non, Monsieur Dany, pardon. Ça sera moi. Merci, Monsieur le Président. Alors, l'article qu'on est en train d'étudier envisage de conditionner la prise en charge d'un dispositif médical à la justification de son usage. Alors, en conditionnant le remboursement des dispositifs médicaux à la transmission de données sur son utilisation, cet article fait encore la part belle au contrôle des patients sur leur utilisation de leurs dispositifs médicaux dont ils ont besoin. De deux choses l'une. Je ne comprends pas très bien en fait l'objet de cet article, parce que fondamentalement, si un patient décide de renouveler en fait un dispositif médical, je ne vois pas pourquoi il ne l'utiliserait pas. Et s'il ne l'utilise pas, le problème c'est que s'il a un problème pour l'utiliser, etc., la solution c'est pas de lui retirer le dispositif médical, la solution c'est de l'accompagner. Or, c'est pas ce que dit exactement l'article, et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut supprimer l'article. Et on gagnerait du temps, et on gagnerait beaucoup de temps. Très bien défendu par mon collègue. Défendu. Oui, mais je vais quand même prendre le temps de vous répondre. Oui, j'ai compris l'état d'esprit qui vous anime. Et je pense que votre état d'esprit, si on était à la rédaction initiale qui avait été proposée par le gouvernement sur l'article 20, je peux le comprendre. Parce que, effectivement, la rédaction initiale, à mon avis, posait souci. Alors c'est vrai que depuis, il y a eu quand même des corrections apportées au Sénat. D'ailleurs, si vous regardez bien l'alinéa 8, l'alinéa 9, ils sont assez longs. Je ne vais pas vous les lire, mais vous regarderez. Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les informations sans délai du prescripteur et du distributeur au détail, en cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, on a une évolution depuis l'article initial, et moi j'avais été aussi alerté, parce que c'est vrai que on peut se poser la question sur la transmission des données. On a un vrai souci sur certains, notamment appareils pour l'apnée du sommeil. Ils sont prescrits, mais pas toujours utilisés. Et on a le rapport chargé-produit de l'assurance maladie qui nous invite quand même à regarder ce problème, parfois aussi dans l'intérêt des patients, parce qu'en fait, ils ne sont pas soignés. Parce qu'il y a parfois un mésusage, et c'est parfois dans l'intérêt du patient qu'il y ait une forme d'alerte par rapport à ça. La question, c'est la protection des données de santé. Or, on a une législation sur la protection de données de santé, et moi, je tiens à vous le dire, tel que maintenant c'est écrit, ça s'applique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, avec les rédactions qui ont été adoptées au Sénat, on a quelque chose de beaucoup plus
beaucoup plus respectueux pour le coup, et ça répond aussi à vos inquiétudes. J'ai d'ailleurs moi-même pas déposé d'amendement de suppression de cet article comme j'ai pu le faire sur d'autres, parce qu'il me semble, dans sa rédaction issue du Sénat, plutôt correct. J'aurai juste un amendement un peu plus tard pour une rectification. Et d'ailleurs, il est identique à M. Monet, donc je pense que nous allons nous réunir dans cet esprit du Conseil national de la résistance. Merci. Alors, donc l'avis défavorable du rapporteur sur ces amendements de suppression pour les raisons qui ont été évoquées. Je vais mettre ces deux amendements aux voix. Qui est favorable à ces amendements? Favorable à la suppression de l'article? OK. Donc l'article est supprimé. Ben, là, il y a une majorité qu'il était impossible de rattraper. Donc l'article 20 est supprimé. L'article 20 bis, clarification du cadre juridique applicable à la remise en bon état d'usage des dispositifs médicaux. Je mets cet article aux voix. Qui est favorable à cet article? Bah, il n'y a plus beaucoup de sens, mais on vote quand même. Qui est favorable? Qui est défavorable? Il est adopté. Ah oui, au 20R, le 20R. On m'a dit qu'il fallait que je parte. Moi, je suis républicain, je ne suis pas un soumis. Vous l'avez vexé, c'est malin. Alors, Monsieur Florquin. Non, on est au 20R, là. Le 20R, c'est la simplification des concours. Simplification des concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au département. Donc, le premier amendement, c'est un amendement de Madame Le Boucher. Et puis bienvenue. Bienvenue à notre rapporteur. Plus d'un an après la conférence nationale du handicap de 2023, les associations représentant les personnes en situation de handicap dénoncent l'attentisme scandaleux des pouvoirs publics au regard des conditions de vie dégradées des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Il est urgent d'améliorer les dispositifs de soutien à l'autonomie tels que la prestation de compensation du handicap et l'allocation personnalisée d'autonomie. Actuellement, le taux de couverture par la CNSA des dépenses d'APA engagées par les départements est de 43%. Il est essentiel de simplifier les règles de fixation des concours de la CNSA afin de permettre un meilleur taux de couverture des dépenses d'autonomie des départements et ainsi répondre aux besoins d'accompagnement à l'autonomie. Nous proposons également que le rapport sur l'augmentation de la PCH, plusieurs fois repoussé, soit enfin remis, alors que selon l'Observatoire des inégalités, un quart des personnes en situation de handicap de 15 à 59 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Merci. Alors, il y a un sous-amendement du rapporteur. Je lui laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. C'est un sous-amendement justement pour demander de... Il y a une de vos demandes, de vos deux demandes qui a été satisfaite par l'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale. Donc le sous-amendement vise à supprimer la référence à une demande de rapport sur le montant de la PCH dans un contexte d'inflation qui est déjà satisfaite, tout en conservant la demande de rapport de mise en œuvre de la réforme des concours de la CNSA. Donc je suis favorable sous réserve que vous adoptez mon sous-amendement pour se mettre conformément, vu qu'on a déjà le rapport sur l'inflation par rapport à la PCH. Très bien. Madame Le Boucher. Alors, vous acceptez, en tout cas, vous êtes prête à voter le sous-amendement. D'accord. Donc je vais mettre le sous-amendement qui a, j'allais dire, un avis favorable de Madame Le Boucher, mais c'est pas dans ce sens-là que ça marche. Mais bon, il est bon de savoir qu'il s'insère positivement dans votre dispositif. Voilà. Donc, je mets le sous-amendement du rapporteur aux voix, qui est favorable au sous-amendement, qui est favorable, qui est défavorable. Alors, attendez. Donc, il est rejeté. Je croyais qu'elle était défavorable, je comprends rien. Bon, donc il reste l'amendement de Madame Le Boucher,
qui a un avis défavorable du rapporteur, de ce fait, puisqu'il n'y a pas de... Donc avec un avis défavorable du rapporteur, je mets l'amendement 544 aux voix, qui est favorable à l'amendement, qui est défavorable, Il faudrait que les votes... Donc il est rejeté. L'amendement est rejeté. Donc, on met l'article 21 au On voix. a demandé un sous-amendement, ils l'ont refusé, donc comment? Sur l'amendement du coup. Parce qu'ils n'ont pas adopté le Alors, sous-amendement. je vais mettre aux voix l'article 20 R, qui est favorable à l'article 20 R. Il est adopté. Merci. L'article 21 sur la réforme du modèle de financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Je le mets aux voix. Qui est favorable à cet article 21? Qui est défavorable? Personne. Il est adopté. Le 21 bis, qui précise l'âge des enfants pouvant bénéficier du parcours de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce des troubles du développement. Qui est favorable à cet article. Il est adopté. Le 21 ter, reconnaissance du statut d'infirmier coordinateur en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui est favorable à cet article. Il est adopté. Le 21 quater, aide exceptionnelle de 100 millions d'euros pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui est favorable. Il est adopté. Le 21 quinquies, la généralisation de la règle de récupération des indus applicable dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, qui est favorable. Il est adopté. L'article 21 sexies, qui concerne le prolongement de l'expérimentation du relayage à domicile des proches aidants, fait l'objet d'un amendement de Madame Le Boucher. Ah, pardon, oui, mais voilà. Allez-y, présentez votre amendement. Vous avez deux amendements, Si d'ailleurs. vous voulez, je présente les deux. Les deux en même temps. En France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent quotidiennement un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Trop souvent, cependant, les proches aidants se retrouvent forcés de compenser le manque d'accompagnement de la perte d'autonomie par les pouvoirs publics. 83% d'entre eux déclarent ainsi avoir déjà traversé une période d'épuisement depuis qu'ils viennent en aide à l'une ou l'un de leurs proches. Il est donc nécessaire de prendre en compte la situation des aidants et de leur offrir des solutions de répit. Ceci ne peut cependant pas se faire au prix du démantèlement du droit du travail. Ce que vous proposez de faire entrer dans le droit commun, c'est par exemple des durées quotidiennes de travail de plus de 10 heures, ou encore la réduction, voire la suppression du repos quotidien de minimum 11 heures consécutives. Lutter pour l'autonomie des personnes âgées, pour le soutien aux proches aidants, ne peut se faire au prix de la santé des salariés. Il est urgent de mener une réelle politique en faveur de l'autonomie et du grand âge. Merci. Vous avez présenté les deux amendements? Très bien. Alors, monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements. Alors sur le premier, vous vous opposez à une solution de répit très importante pour les aidants qui sont pourtant l'un des rouages essentiels du soin et du maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Donc ce sera évidemment un avis défavorable. Et sur le deuxième, je ne peux accepter la remise en cause de cette disposition qui permet d'offrir des solutions de répit aux proches aidants. Et je vous signale que les dispositions de l'article 9 de la loi sur les TND sont d'ores et déjà en vigueur et que la prolongation de l'expérimentation jusqu'en avril n'avait pour objectif que de prévenir la survenance d'un vide réglementaire en laissant le temps au gouvernement de prendre les décrets d'application. Nous sommes désormais entrés dans ce vide juridique et la pertinence même du maintien de l'article 21 sexies est devenue questionnable. Ce sera également un avis défavorable. Donc, avis défavorable sur les deux amendements. Je vais mettre le premier... Pardon, Madame Vidal. Je voudrais dire deux mots sur ce dispositif, parce qu'il a fait l'objet d'une expérimentation de 2 ans, qui a été prorogée d'1 an, et qui a vraiment été travaillé sur le terrain avec les professionnels, qui a été aussi négocié avec les organisations professionnelles et le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Il s'adresse à très peu, finalement, de monde, mais il s'exerce dans des conditions bien particulières où la personne ne peut absolument pas se déplacer, sortir de chez elle. Et on voit qu'il y a des proches aidants qui n'en peuvent plus, qui explosent. Et donc, ça permet d'avoir pendant 2, 3, 4 jours quelqu'un qui vient au domicile de l'aidant pour s'occuper de la personne comme le ferait l'aidant. Alors, c'est vrai que ça
ça demande une dérogation au droit du travail. Mais franchement, l'expérience montre à quel point c'est positif et pour l'aidant et pour la personne accompagnée. Et par ailleurs, seuls les professionnels volontaires le font. Ça n'est absolument pas imposé. Et honnêtement, c'est un combat de la Commission des affaires sociales de 4 ans pour aboutir à cela. Donc, par eu égard aux proches aidants, je pense qu'il faut vraiment, comme le dit le rapporteur, ne pas modifier le texte tel qu'il a été écrit parce qu'il a fait l'objet de beaucoup de discussions. Merci. Merci, Madame Vidal. Je vais mettre donc ces deux amendements aux voix qu'on a reçu un avis défavorable du rapporteur. Le premier amendement, le 348, qui est favorable à l'amendement, qui est défavorable à l'amendement. Il est rejeté. Le 395, même avis, même vote. Il est rejeté. Je vais mettre l'article maintenant aux voix. L'article 21 sexies, qui est favorable à cet article, qui est défavorable, il est adopté. Suspension, mais il n'y a pas de scrutin public annoncé, mais il n'y a pas de scrutin public annoncé, hein. Je vous propose qu'on interrompe quand il y a des scrutins publics, non? Enfin, à moins. Bon, ok, ben on interrompt 5 minutes. J'ai dit qu'on
Allez, chers collègues, on va reprendre la discussion. Nous en sommes à l'article 22. L'article 22, c'est l'alignement du mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles sur le régime général. Chut, 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 chut. On ouvre par un amendement qui n'est pas défendu. Ensuite, nous avons un amendement de M. Monnet. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous, on veut juste supprimer l'alinéa 178, parce qu'on regrette encore que le gouvernement envisage de procéder par voie d'ordonnance dans un délai de 2 ans pour rapprocher les modalités d'ouverture du droit, de calcul et de service des pensions de vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles dans le territoire dit d'outre-mer. Merci. Quel est l'avis du rapporteur? Le rapporteur aime pas trop les ordonnances. Et l'abus d'ordonnance nuit à la santé démocratique. Pour autant, la réforme de l'assiette, sociale des agriculteurs ultramarins est d'une complexité, d'une très grande complexité. C'est très technique, et donc c'est un motif pour dire il vaut mieux procéder par ordonnance. Ça ne veut pas dire, dans l'habilitation que le Parlement donnerait à légiférer par ordonnance au gouvernement, qu'on ne peut pas avoir des attentes particulières, et je pense que vous n'en manquerez pas, notamment avec les collègues, je pense au sein du groupe GDR. Donc moi, je vais émettre un avis défavorable. Voilà. Très bien. Avis défavorable, M. Monnet. Heureusement que j'ai pas. Écoutez, monsieur le rapporteur, j'ai un problème avec vous, c'est que vous démarrez toujours bien, des fois vous faites des bonnes explications, mais vous atterrissez jamais bien. Justement, quand un problème est complexe, il faut mieux être plusieurs à y réfléchir. Et le principe d'une ordonnance, c'est que le ministre décide seul. Et je peux vous dire que quand on discute avec nos collègues ultramarins, ils ont eu très peu de ministres qui les associaient. Et sur des sujets comme ça, on aurait plutôt besoin d'avoir de vrais débats ici, plutôt que de passer par ordonnance. C'est pour ça que je maintiens mon amendement. Très bien. L'amendement est maintenu. L'avis du rapporteur est défavorable. Ah, pardon, Monsieur Turquois. Merci, Monsieur le Président. Dans une vie antérieure, j'ai été spécialiste des questions de droit social de cotisation dans la France hexagonale, ce qui existe, sans tout connaître de ce qui existe dans les Outre-mer, mais ce qui existe dans les Outre-mer ressemble à ce qui ressemblait à encore le droit social en matière de cotisation agricole jusqu'il y a 35 ans à peu près. C'est d'une complexité sans nom. Et de la façon dont nous travaillons ici, en ergotant sur des détails, je pense que la voie d'ordonnance pour proposer quelque chose me semble plus pertinente que de vouloir en débattre, même si j'entends qu'il faut y associer les parlementaires et les élus des territoires concernés, mais en discuter à l'hémicycle est une certitude qu'on va complexifier le sujet plutôt que d'essayer de le rapprocher de quelque chose de fonctionnel. Merci, merci Nicolas. Bon, alors je vais mettre l'amendement... Pardon, monsieur le rapporteur veut dire quelque chose encore? Non, je le mets aux voix. Donc je vais mettre l'amendement de monsieur Monnet aux voix avec un avis défavorable du rapporteur qui est favorable à l'amendement, qui est défavorable. Tac, tac, tac. Là, il faut que... Il est rejeté. Non? Non, non, attendez, je vais compter là, j'ai un doute. Qui est défavorable? 1, 2, 3. Défavorable. Avec nous deux? Et qui est favorable? Ah, à une voix près, il est adopté. Madame Le Boucher a un amendement suivant. C'est vous qui le présentez? Oui, c'est moi, Monsieur le Président. Un amendement qui est dans le même esprit que celui de notre collègue précédent. Pardon, attendez, Oui, excusez-moi. j'attends. Non, attendez, l'adoption de l'amendement de Monsieur Monnet fait tomber votre amendement. Excusez-moi. Donc, je vais mettre l'article... Je vais mettre aux voix l'article 22 ainsi modifié par l'amendement de Monsieur Monnet, qui est favorable à l'article 22, qui est
qui est favorable, qui est défavorable. Vous êtes défavorable? Faut le voter. Bon, il est adopté. L'article 22 est adopté. C'est la réforme des retraites agricoles. Il faut le voter. Il est adopté. L'article 22 est adopté. Tout va bien. Alors, l'article 23, la revalorisation différenciée des pensions de retraite. Et nous commençons par un amendement du rapporteur. Oui, mais là, il y a plein d'amendements de suppression. On va pas tous, dans la rédaction initiale, cet article 23 prévoyait le décalage pérenne de la date de revalorisation annuelle de l'ensemble des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet afin de dégager près de 3,1 milliards d'euros d'économies. Et soucieuse de ne pas obérer le pouvoir d'achat des retraités, notre commission avait voté en première lecture la suppression de cet article à l'unanimité en première lecture. Mais depuis, on a eu la censure et donc l'absence de budget de la sécurité sociale. Et donc cet article n'a plus lieu d'être puisque au 1er janvier, les retraites ont été revalorisées totalement. Et donc je vous propose de supprimer cet article 23 pour en prendre acte. Bon, est-ce qu'on peut s'épargner une intervention de chaque groupe et qu'on puisse voter? Oui, un mot quand même. Bon. Un mot. Non, mais un mot. C'est quand même grâce à la censure du gouvernement Barnier que l'ensemble des retraités de ce pays ont eu une augmentation de 2,2% le 1er janvier dernier. Je voulais quand même qu'on se le redise. Et c'est grâce à notre censure collective. Mais on avait voté l'amendement déjà. Ouais, bon. C'est parce qu'il allait revenir avec le gouvernement. Bon. Vous oubliez les 49.3, vous? En commission, s'il vous plaît. En commission, ici, en première lecture, on l'avait voté. La suppression. Ah, en CMP, j'y étais pas. Alors, s'il vous plaît. Donc, il y a l'amendement 165, le 177 identique, a été défendu par M. Davy. Madame Godard, Monsieur Guedj, pardon. Je n'aurai qu'un seul mot, en effet, pour dire que ce sujet était un irritant majeur, que la censure a permis de ne pas l'appliquer, mais je corrige notre collègue Thibault Bazin en précisant que, certes, la Commission des affaires sociales l'avait rejeté, mais la CMP, dans les conclusions de la CMP, cette mesure figurait modulo, rappelez-vous, le point de compromis avec les propositions d'étalement qui avaient été portées notamment par Laurent Wauquiez, qui avait coupé l'herbe sous le pied de ses autres amis du bloc central. Bref, c'était une mauvaise mesure. La censure a permis de l'éviter dans son application. Et la poursuite du rapport de force fait que ce ne sera pas réintroduit, dans le nouveau PLFSS. Reste que la question des retraités et de leur contribution au financement de la sécurité sociale devra être posée dans le cadre global du financement de la sécurité sociale ou de la branche autonomie. Voilà. Merci. L'amendement 120 n'est pas défendu. Le 312, Monsieur Benz. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement et très simplement, cette désindexation des pensions de retraite sur l'inflation était une aberration, c'était une injustice sociale. D'avoir tordu le bras du précédent gouvernement avec la censure, visiblement a eu un effet bénéfique. La justice sociale est rétablie pour nos retraités. Je vous remercie. Très bien. Le 375 de Monsieur Monet, identique. Défendu. Défendu, merci. Madame Le Boucher, Monsieur Clouet. En un mot, gouvernement censuré, bonheur des retraités. Très bien. Monsieur Valtou, défendu. Le 557, défendu. Voilà. Donc, on va mettre aux voix ces amendements qui, avec un avis, ils sont tous dans le même, voilà, qui est favorable à ces amendements de suppression. Merci. Et à l'unanimité, l'article 23 est supprimé. Nous passons à l'article 23 bis. Et j'accueille notre nouveau rapporteur. Alors, le 23 bis. Le 23 bis concerne l'extension du bénéfice de l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants aux travailleurs indépendants exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je mets aux voix l'article qui est favorable. Il est adopté. L'article 24 fait l'objet d'amendements. Le premier amendement est
c'est M. Pétavy qui nous le présente ou M. Davy. Le 105. L'article 24, c'est l'amélioration de l'indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour mieux prendre en compte le préjudice personnel. Allez-y. Il est défendu. Monsieur le rapporteur, l'article 24 est défendu. Merci, Monsieur le Président. L'article 105, l'amendement 105. Oui. C'est l'amendement 105, puisque le premier avait été retiré. Donc, par cet amendement, vous souhaitez, chers collègues, que la réparation complémentaire que le juge peut mettre aux dépens de l'employeur en cas de faute inexcusable ou intentionnelle puisse aussi être demandée pour les ayants droit et surtout soit intégrale. Il faudrait d'abord rappeler que dans l'écriture de cet article 24, il y a eu un accord national interprofessionnel, donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a eu du dialogue social et du paritarisme qui a été mis en avant. Je dois dire, c'est vrai, c'est une demande qui était sans arrêt faite que l'Andeva et la FNAT, que c'est des associations puissent faire partie du fameux comité. Elles ne le sont pas, mais je vous rappelle qu'elles ont une vision quand même qui est uniquement contentieuse. Pour autant, elles seront toujours associées à la prise des décisions, de manière à ce qu'on puisse transposer fidèlement les conclusions de l'accord national interprofessionnel. Je tiens à dire simplement une chose. Avec votre amendement, on aura une réparation intégrale par les employeurs qui mettrait des très fortes sommes à leur charge, qui entraînerait donc une hausse générale des cotisations d'assurance. La deuxième chose, je rappelle que cet article a été amélioré au Sénat. Il constitue un vrai progrès pour les victimes de fautes inexcusables, puisqu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une indemnisation qui pourra se faire en capital, ce qui n'existait pas auparavant, vous le savez. Et puis, il y a eu Mme Richer qui est au Sénat. Elle a fait une proposition pour aller un peu plus loin. Bon, cette proposition, pour l'instant, il faudra la retravailler dans la suite avec les partenaires sociaux. Donc là-dessus, on aura l'occasion de revoir cela un peu plus tard entre nous. Mais vous dire quand même qu'il y a eu une avancée quand même forte avec ce qui a été voté la fois dernière, et de dire que si on supprimait l'article 24 comme c'était sur l'amendement qui a été retiré précédemment, on revenait aux clauses qui fonctionnaient auparavant, puisque je vous rappelle qu'il y avait eu là-dessus, je reprends le petit papier qui m'a été donné, une décision qui était... Voilà, c'était une décision, un arrêté de la Cour de cassation, et qui faisait qu'on revenait sur les indemnisations antérieures. Donc, les indemnisations sont meilleures. Deuxièmement, les partenaires sociaux, il y a eu un accord national interprofessionnel. 3, il y a des avancées, certes, qui pourront évoluer. D'ailleurs, une parlementaire et une sénatrice étaient favorables à le faire. Mais pour l'instant, je pense que c'est une avancée certaine. Donc, quel est votre avis, monsieur? Donc, mon avis n'est pas... Je vous demande de retirer votre amendement, donc défavorable. Je crois que vous aurez compris que ce versement en capital et le fait que les partenaires sociaux aient été associés est une avancée qui va dans le bon sens. C'est un métier. Alors, vous retirez votre amendement? Évidemment que non. Donc je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable du rapporteur, qui est favorable à l'amendement, qui est défavorable. Il faut qu'on compte. Contre. Il n'est pas adopté. Il est adopté. Très bien. Ça fait tomber les autres. Alors ensuite, nous avons l'amendement de monsieur Monet. Pardon. Le micro, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Non, c'est un amendement qui vise à garantir la participation des associations de victimes et des partenaires sociaux. Donc, de garantir un peu plus de transparence. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est votre avis? Chers collègues Monet, il faut peut-être rappeler déjà que cette fameuse commission des garanties, je l'ai découvert, je ne sais pas, vous imaginez que vous saviez cela, ça date de 1898. Vous voyez que le paritarisme ne date pas d'hier, il date même d'avant-hier. Donc cette fameuse commission, qui est dans l'article 24, elle permet de suivre l'application de la réforme d'indemnisation. Et vous souhaitez qu'elle comprenne des représentations, donc des associations de victimes. Très bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma réponse précédente, elles ne sont pas directement intégrées. En revanche, elles bénéficient d'une information complète, c'est prévu tel quel, sur tous les projets de textes réglementaires, et elles seront entendues. Alors, je voudrais simplement vous dire une chose, c'est que sur l'amendement AS 384 que vous soutenez, moi je suis sur la version du Sénat qui est plus avantageuse. Pourquoi? Parce que quand vous regardez et que vous êtes, je sais, très attaché au dialogue social, votre rédaction transforme le principe de la consultation en faculté.
Non, une faculté, c'est une opportunité, mais pas toujours assurée. Le principe, il est avéré. Donc je pense qu'on va plus loin avec la rédaction qui vous est proposée. C'est vrai, on n'intègre pas les deux associations, mais elles bénéficient, ce que vous avez demandé dans votre question, d'une information précise à tout moment. Très bien, donc un avis défavorable. Défavorable, merci Monsieur le Président. Très bien. Alors, je mets l'amendement aux voix avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est favorable à l'amendement? Qui est défavorable? Il est rejeté. Amendement de Madame Mélin. Merci, Monsieur le Président. Dans le cas de figure où il n'y ait pas de faute inexcusable d'employeur, la grande avancée qui consiste à pouvoir indemniser les victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles selon la nomenclature d'Intillac, nous partons un peu dans l'inconnu. Il est, je crois, tout à fait important, dans un cas de figure comme celui-là, d'avoir un rapport assez rapide pour mesurer le périmètre des sommes qui seront allouées de façon à les adapter au mieux. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Melin, vous avez raison, il faut que l'on ait une photo sur image et que l'on ait un rapport précis. C'est ce qui est déjà prévu par la Commission des garanties, qui est instituée auprès de la Commission de la CNAM, chargée de l'accident du travail et maladies professionnelles. Et chaque année, il y a un rapport annuel qui est produit. Il a été produit, pour votre information, en décembre 2024. Donc, il est parfaitement disponible. Donc, ça serait, je pense, superfétatoire d'avoir un rapport complémentaire. Il est disponible, vous pouvez le consulter. Je pense que ça satisfait votre demande. Merci. Donc, c'est une demande de retrait. Sinon, vous retirez ou... Vous retirez, d'accord. Madame Mélin, vous retirez. Je vais donc mettre l'article 24 ainsi modifié aux voix. Qui est favorable à l'article 24? Qui est favorable à l'article 24? À nous. Ah oui, c'est modifié. Oui. Alors, qui est défavorable? Bon, il est adopté. OK. L'article 24 bis. Le renforcement de la procédure de recouvrement des indus et suppression de la réforme du tiers payant concernant le complément de libre choix du mode de garde structure. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. Bonjour, madame la rapporteure. Il y a un balai sur cette estrade qui est... Alors, je disais l'article 24 bis. Nous commençons par les amendements identiques. Le premier présenté par la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, l'objet de l'amendement est de rétablir la réforme du tiers payant pour le CMG structure. Cet amendement propose de supprimer l'alinéa de l'article 24 bis qui revient sur la réforme du tiers payant pour le versement du choix de mode de garde structure. Après avoir repoussé à de nombreuses reprises l'entrée en vigueur de ce dispositif, initialement prévu par la LFSS pour 2019, le gouvernement le supprime purement et simplement pour des motifs essentiellement techniques. Le tiers payant ne permettrait pas de résoudre les difficultés de trésorerie que connaissent les familles, surtout dans les premiers mois d'accueil de l'enfant, en raison du délai d'ouverture du droit au CMG. Ainsi, le gouvernement acte la lenteur administrative des CAF, faute de personnel suffisant, pour traiter les dossiers et refuse de mettre en œuvre une réforme pourtant souhaitable pour les familles qui n'auraient pas avancé les frais de garde de leurs enfants. Je propose donc le maintien de ce dispositif, à charge pour le gouvernement de renforcer les moyens des CAF et de faciliter la vie des familles. Merci beaucoup. L'amendement suivant... Bah, donc, avis favorable. Hein. Oui, oui. Identique, mais n'est pas défendu. Donc, voilà, également très bien. Donc, favorable. je vais mettre votre amendement, Madame le rapporteur, au vote. Qui est favorable à l'amendement du rapporteur? Qui est favorable à l'amendement de la rapporteure, s'il vous plaît? Qui est défavorable? Ah, il est rejeté. Donc, nous avons après un amendement qui n'est pas défendu de M. de Philippot. Je vais donc mettre aux voix l'article 24 bis non modifié. Qui est favorable à l'article 24 bis. Qui est défavorable, il est adopté. Nous avons ensuite l'article 24 ter. La suspension du versement du complément de mode de garde en cas de défaut de paiement du salaire dû à l'assistante maternelle ou à l'employé à domicile. Et nous avons un amendement de la rapporteure.
L'objet de l'amendement est de sécuriser la procédure de résiliation du recours du page emploi pour le salarié en lui permettant de dénoncer l'accord conclu entre l'employeur auprès de l'URSSAF. Cet amendement propose de sécuriser la procédure pour le salarié en prévoyant la transmission de l'accord de résiliation de l'utilisation du dispositif page emploi plus à l'URSSAF et la possibilité pour le salarié de faire état d'éventuelles pressions visant à mettre fin à l'accord. L'URSSAF doit alors s'assurer de la validité de l'accord. Alors, c'est une vision en tout cas différente de la vôtre, ça pour sûr. bon, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vais passer tout de suite. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va passer au vote sur l'amendement de la rapporteure qui est favorable à cet amendement, qui est défavorable, il est rejeté. Je vais mettre aux voix l'article 24 ter tel qu'il était, qui est favorable à l'article 24 ter, il est adopté. Sur l'article 24 quater, l'adaptation du droit des prestations familiales, l'extension de l'assurance vieillesse des aidants à Mayotte, nous avons un amendement de la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement, j'espère qu'il aura autant de succès que les premiers, propose de supprimer la condition de résidence stable pour bénéficier des prestations familiales à Mayotte. Lorsque l'on connaît à la fois la précarité d'un grand nombre de familles résidant sur le territoire mahorais, parfois depuis de nombreuses années, sans pour autant remplir les conditions d'une résidence stable au sens administratif. L'introduction de ce critère pourrait accentuer leurs difficultés financières et donc porter atteinte aux intérêts des enfants concernés. Merci. L'amendement suivant n'est pas défendu. Donc je vais mettre aux voix l'amendement de la rapporteure, qui est favorable à l'amendement de la rapporteure, qui est défavorable, il est rejeté. Nous avons ensuite un amendement qui n'est... Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc je vais mettre aux voix l'article 24 quater, qui est favorable à cet article, qui est défavorable, il est adopté. L'article 24 quinquies, demande de rapport sur une réforme du financement de l'accueil du jeune enfant, avec un amendement de la rapporteure. Donc cet amendement propose de réduire le délai dans lequel le rapport sur le financement des crèches doit être remis, afin d'accélérer les travaux sur cette question absolument urgente. Merci. Donc on va mettre aux voix l'amendement de la rapporteure, qui est favorable à l'amendement, qui est défavorable à l'amendement. L'amendement n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 24 quinquies, qui est favorable à l'article, il est adopté. C'est bon. L'article 25. Ah, on change, changement de team. Bon, merci à vous. Merci. Ça s'en va. Ah, pardon. Alors, sur l'article 25, nous commençons par un amendement de, pardon, de M. Benz. Défendu. Défavorable. Défavorable. Je mets l'amendement aux voix qui est favorable à l'amendement. Favorable. On aura le débat en séance. Qui est défavorable. Il est rejeté. Amendement du rapporteur ensuite. Défendu. Non, ça répond, mes chers collègues, c'est un amendement important et je vous prie de bien vouloir m'excuser parce qu'il a été déposé un peu tardivement. Mais vous savez, j'essaye de collecter des informations parce que parfois on entend des discours et ce n'est pas forcément traduit dans le PLFSS. Et donc, cet amendement vise à prévoir explicitement le montant des plafonds de dotation des opérateurs financés par les régimes d'assurance maladie dans la loi, dans la mesure où la rédaction actuelle de l'article 25, tel que voté par le Sénat, prévoit que ces dotations devront être fixées par la loi. Donc pour ce faire, cet amendement reporte les dotations prévues pour ces opérateurs en 2025, telles que présentées au sein de l'annexe numéro 2 au PLFSS pour 2025. Et j'estime que le montant de ces dotations et l'effort demandé aux différents opérateurs dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, mais aussi avec discernement, je pense au débat que nous avons eu avec M. Monet au tout début de l'examen de ce PLFSS lundi soir, doivent faire l'objet
d'un examen minutieux et d'un débat au sein du Parlement. Ce qui sera facilité, en fait, c'est la première pierre. Je suis obligé d'introduire cet amendement, ce qui doit nous permettre ensuite de pouvoir avoir un débat sur les opérateurs. C'est pour ça que je les décline. Je ne sais pas si vous avez vu sous les yeux l'amendement. On précise Agence du numérique en santé, Établissement français du sang, Agence nationale du développement professionnel continu, École des hautes études en santé publique, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, Centre national de gestion. Et donc, très concrètement, là, j'ai repris ce qui était dans l'annexe. C'est pas, voilà, je pose juste ces éléments-là et je vous invite en séance, si vous voulez des débats, à pouvoir peut-être... oui, mais au moins je fixe une méthode qui me semble souhaitable, c'est que parfois il y a des choses qui sont dites mais qui ne sont pas écrites. Et à un moment, c'est quand même des sujets qu'on évoque, et vous faites des amendements d'appel, à un moment, plutôt que des amendements d'appel, traitons-les à cet endroit-là, sachant que parfois on a des amendements gouvernementaux qui arrivent, parfois pas chez nous, au Sénat, qui augmentent des dotations, qui en baissent. On sait qu'il y a eu des annonces qui ont été faites, je pense aux fameux 5%, on sait qu'il y a des besoins sur certains établissements. Moi je souhaite qu'avec discernement, on regarde quand il y a besoin, quand il n'y a pas besoin, et comment on le traduise. Et donc je suis un peu long pour présenter cet amendement, mais parce qu'il n'était pas prévu, et je pense que c'est un outil pour ensuite pouvoir l'examiner et faire varier. On peut saluer le travail de notre jeune rapporteur, récent rapporteur, non on ne dit pas, jeune rapporteur. Alors, des prises de parole. Il y a d'abord Jérôme Guedj et ensuite Philippe Vigier. Non, en effet, moi, méthodologiquement, je veux... S'il vous plaît. Allez-y. Ouais. Méthodologiquement, je veux saluer le travail de Thibault Bazin, parce que c'est une innovation, mais j'ai deux questions. La première, c'est exhaustif, là, les organismes bénéficiant d'une dotation des régimes d'assurance maladie. Il n'y a que ceux-là qui bénéficient d'une dotation des régimes d'assurance maladie. Non, j'ai juste une interrogation pour savoir, de mémoire, par exemple, si l'agence de biomédecine n'a pas une dotation de l'assurance maladie. Je devrais le savoir de mémoire, mais je ne sais pas. Voilà, c'est de savoir, cette liste-là, elle est arrêtée sur quelle base, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres agences et organismes qui bénéficient d'une dotation de l'assurance maladie? Et puis la deuxième, c'est évidemment la formulation qui dit que la dotation, elle est fixée à un maximum de 179 millions d'euros. Donc, vous indiquez des plafonds. Et par définition, ça veut donc dire que le plancher peut être à zéro. Voilà. Quand on indique un plafond, ça dit que l'assurance maladie ne va pas aller au-delà. Ok. Voilà. Très bien. Alors, on prendra la question de M. Vigier après, alors. Non? Allez, répondez. Oui, si vous prenez page 147, à l'article 25, vous regardez, vous avez déjà la mention d'un certain nombre d'établissements. On a l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, donc le mien. On a l'Agence nationale de santé publique, l'ANSP. On a l'Agence de biomédecine. On a l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Et on a la Haute Autorité de santé. Et donc, moi, je rajoute... je précise aussi, parce que je pense que c'est des éléments nouveaux qu'on ne regardait pas par le passé. C'était souvent quelque chose qui était souvent des amendements d'appel. Certains de ces organismes ont des dotations qui ne sont pas par l'assurance maladie, par l'État. Alors parfois certains sont sous double tutelle, il y a des choses présentes. Et en plus, c'est pour ça qu'il faut regarder. Alors j'imagine que demain, il y aura des heures assez intenses côté État sur le PLF. Moi, je voulais les mettre pour qu'on ait l'exhaustivité, de manière à ce qu'on puisse avoir un débat aussi là-dessus. Alors, j'ai bien conscience que là, on est en nouvelle lecture, mais il me semblait, moi, j'ai demandé au gouvernement ces éléments. Non, mais parce que le problème, c'est que sinon, on est sur des amendements d'appel, on donne les enveloppes globalisées. J'ai aussi noté lundi que les ministres étaient prêts à regarder sur ces différentes dotations. Et de pouvoir expliquer, parce que moi je vais vous dire, par exemple, il y a eu un amendement gouvernemental sur un des organismes qui l'a augmenté de tête de quelques millions au Sénat, mais il n'y a pas de justification. Moi je pense que c'est important pour nous que ça soit documenté. Quand on augmente, pourquoi? On peut comprendre qu'on reconstitue des stocks, par exemple. On peut comprendre qu'avec Chido, il y a des sujets. Voilà. Mais voilà, c'est une proposition. Mais si je ne fais pas ça, on ne peut pas avoir des amendements par la suite
pour dire mais tiens, qu'est-ce que vous faites varier dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et par rapport à la formulation, c'est la deuxième question de Jérôme Guedj. En fait, j'ai repris la formulation des autres alinéas. C'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un débat, mais j'ai voulu d'abord m'aligner sur la pratique. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant. Pourquoi on en met certaines avec des dotations, d'autres on ne les met pas. Moi, je pense que le Parlement, il doit être clair sur toutes les dotations qui sont mises et on les met au même endroit. C'est propre. Très bien. Philippe Vigier voulait prendre la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci à Thibault Bazin, notre rapporteur général, de son approche sur ces financements, avec les plafonds qui puissent apparaître. Et, parler plus dans le micro. Et c'est bien que l'on ait d'ailleurs, pour la séance, les sommes de référence de l'année précédente. Moi, il y a un sujet que je souhaite simplement évoquer devant vous, c'est l'affaire de l'Agence du numérique qui est 179 millions. À ma connaissance, on doit perdre à peu près une vingtaine de millions par rapport à ce qu'on avait mis sur la table l'année d'avant. Alors qu'on a eu déjà ce débat tout à l'heure. L'inclusion numérique, c'est la base de la transformation de l'organisation des soins. On ne peut pas avoir demain des parcours de soins totalement numérisés sans que on ait cette capacité à continuer à développer cet effort lancé depuis une dizaine d'années, accélérer ces 4 dernières années. Et notamment, je crois qu'il y avait un plan de recrutement de 2000 agents numériques pour accompagner l'ensemble des professionnels de santé. Ouais. Cette conversion, elle est vitale. Ou alors, je rappelle que le DMP qui a été lancé, vous savez en quelle année? 1995. Il en est où 30 ans plus tard? On commence enfin à sortir de l'ornière, donc j'invite à la prudence absolue sur ce sujet-là. Parce que sinon, tous les efforts qui ont été difficiles à faire seront annihilés. J'ai une question à poser d'ici la séance. Oui, vas-y. Monsieur le rapporteur. Depuis une semaine, moi j'essaye justement de documenter, de répondre à ces questions qui peuvent être légitimes. Non, mais parce qu'on a un petit sujet par rapport au Health Data Hub qui ont un fonds de crise aussi, parce qu'en fait, alors ils ont différents types de dotations et de financement. Moi, ce que je vous propose, c'est que par rapport à la question de Jérôme Guedj, pour avoir un comparatif, c'est qu'on prenne les valeurs 2024 exécutées. L'avantage, c'est que comme on étudie le PLFSS après, pour le coup, les valeurs exécutées, je vais prendre par exemple la HAS, c'était 71,9 millions d'euros. Et je pense qu'on pourrait peut-être, avec l'équipe, communiquer les valeurs exécutées, ce qui pourrait être l'objet de questionnement aussi. Pourquoi vous augmentez, pourquoi vous diminuez? Moi, j'ai d'ailleurs... parce que là, le problème, on est en nouvelle lecture. Si on avait eu le débat initial, moi, je pense qu'on pourrait faire date par cette présentation et que pour le PLFSS 2026, ça puisse être la méthode, ce qui permet d'avoir des débats là-dessus. Plutôt que des amendements d'appel au début sur l'ONDAM, ou sur le... Un mot pour Thibault Bazin. Je pense que, monsieur le rapporteur général, c'est bien les crédits exécutés, mais par expérience, il faut connaître l'autorisation de programme et les crédits de paiement. Parce que quand à un moment de l'année, vous avez la lettre de gel et de surgel qui arrive, vous arrêtez de consommer. C'est comme ça que ça se passe. Donc je pense que c'est bien qu'on ait AP, CP, exécuté, et qu'on ait la projection 2025. Et là, vous aurez tout. Très bien, merci beaucoup. On va mettre l'amendement du rapporteur aux voix. Qui est favorable à cet amendement? Oui, je pense qu'on est tous favorables. On est favorable. Qui est défavorable? Il est adopté. Merci. Je vais mettre l'article 25. Je vais mettre l'article 25 aux voix. Qui est favorable à l'article 25, ainsi modifié. Qui est défavorable? Il est adopté. Nous avons ensuite l'article 26 avec un amendement de M. Monnet. Absolument, Monsieur le Président. Et c'est un amendement pour supprimer cet article. Alors, deux choses. D'abord, vous dire qu'il y a 2 mois et demi, vous nous avez expliqué que l'ONDAM était nickel. Parfait. Donc, j'imagine que là, vous allez voter pour la suppression. Parce que là, non, mais il y a 2 mois et demi, vous étiez pour l'ONDAM. Vous disiez qu'il correspondait aux besoins. Vous l'avez dit. Et là, il y a 800 millions en moins. Donc j'imagine que vous allez voter contre cet ONDAM. Et en fait, plus fondamentalement, ça montre que, en mettant moins 800 millions par rapport à ce qui a été prévu initialement, vous organisez le déficit de la sécurité sociale. C'est vous qui l'organisez, ce déficit. Bien sûr, parce que je pense que vous avez une stratégie de financiarisation. Et c'est pour ça que
l'Ondam ne correspond absolument pas aux besoins de santé, à moins que vous ignoriez le besoin de santé, et ça, je ne le crois pas vraiment. Merci beaucoup. Alors, monsieur le rapporteur. Merci. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que je commençais bien et que je finissais mal. Alors, je vais commencer par mal pour finir bien. Donc, j'ai un avis défavorable sur votre amendement. Je commence mal. Et je commence mal, mais je vais finir bien. C'est que je pense qu'il y a une confusion entre l'article 26 et l'article 27, parce que l'article 26, on est sur la branche maladie, maternité, invalidité et décès. Et en fait, l'article 27 est sur l'Ondam que vous évoquez. Et qui en fait exclut l'essentiel des 3 derniers risques. Mais alors, ce qui est un peu paradoxal en fait, c'est que faut qu'on se le dise quand même. L'article 26, il va dépendre sur tout ce qui va être fait sur l'Ondam. Et on lit la presse. J'ai plutôt l'impression que ça sera à la hausse. Donc j'ai plutôt l'impression qu'il ne faut pas le supprimer parce que vous allez être plutôt satisfait de ce que j'ai pu comprendre. Ah, merci. Moi, c'est la méthode des rouges. Je me suis planté dans mes fiches. Excusez-moi. Attendez. Vous retirez l'amendement de ce fait sur l'article 26 ? Non, j'ai fait la défense de celui d'après. Comme ça, c'est fait. Non, je ne le retire pas parce qu'on considère toujours que cet Ondam est insuffisant. D'accord. C'est clair. Vous ne le retirez pas. Très bien. Madame... Oui, je ne vais pas être longue, mais je veux juste repréciser nos propos parce qu'on n'a jamais dit que tout était parfait. Si vous vous souvenez des discussions qu'on a eues en première lecture, on a quand même pas mal évoqué le fait que l'Ondam, ce n'était pas forcément le bon outil pour faire ce que nous faisons avec, mais qu'à ce jour, cet objectif national des dépenses est le seul outil dont on avait à notre disposition, que ce serait peut-être bien de mener un travail pour trouver un autre moyen de mesurer cela, et que c'est parce que c'est un objectif national qu'il évolue et qu'il s'ajuste le plus possible aux besoins. Mais on n'a surtout jamais dit que l'Ondam était l'outil idéal et magique et qui nous convenait parfaitement. D'ailleurs, en 2018, l'AMEX avait déjà eu la volonté portée par une députée LFiste, Caroline Fiat, de travailler sur ce sujet. Et puis finalement, elle y a renoncé parce qu'elle a trouvé que c'était très complexe. Merci. Donc je vais mettre cet amendement de suppression de M. Monnet aux voix avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est-ce qui est favorable à l'amendement? Qui est défavorable? Il est rejeté. Je vais mettre l'article 26 aux voix. Qui est favorable à l'article 26? Favorable à l'article 26. Qui est défavorable? Il est adopté. L'article 27, avec d'abord un amendement de suppression. Est-ce que c'est Madame Amnad qui nous le présente? Défendu. Alors, monsieur le rapporteur, sur l'amendement 456. Vous venez de parler en expliquant juste avant que vous étiez sur l'Ondam. En fait, c'est là, on est sur l'Ondam à l'article 27. Je me permets qu'on y voit assez clair. Et je pense qu'on se rapproche du jour où on va y voir encore plus clair, en tout cas que les annonces ou les échanges de courriers avec certains groupes pourront se traduire par un amendement de gouvernement qui traduit les évolutions de l'Ondam. Pour qu'on ait une vision claire, quand il y a eu le PLFSS déposé, et qui a été déposé au Parlement, on était à 263,9 milliards, ça représentait plus 7,3 milliards, soit 2,8%. À l'issue de l'examen en première lecture par le Sénat, c'est-à-dire le texte qu'on est en train d'examiner, on était à 264,2 milliards, ce qui en montant donne plus 7,6 milliards et un taux de plus 3%. Dans la CMP qui a été censurée, on était à 263,6 milliards et 7 milliards d'augmentation, soit 2,7%. De ce qu'on lit dans la presse, mais peut-être que Jérôme Guedj a plus d'informations que moi, je ne veux pas énerver Mme Hamdan par rapport à ça, mais on devrait aboutir à 265,1 milliards, ce qui représente 8,5 milliards de plus, soit 3,3. Et un 3,3 qui n'est pas un arrondi de 3,28, c'est un vrai 3,3 de ce que j'ai pu approfondir.
Et donc, pour toutes ces raisons, je pense je comprends l'amendement qui est déposé, mais je vais émettre un avis défavorable, surtout si on va avoir une concrétisation des annonces dans la presse. Ou dans un communiqué de M. Gage. Monsieur Gage. Méthodologiquement, là, puisqu'on parle de l'ONDAM, on a des amendements où les uns et les autres ont fait bouger l'ONDAM d'un PLFSS initial qui était à 2,8, Thibault Bazin l'a rappelé. Il ne s'agit pas de trahir des secrets. Le courrier que le Premier ministre a adressé à Patrick Kanner et à Boris Vallaud et les déclarations qu'ont fait depuis Yannick Noder, Catherine Vautrin dans la presse indiquent que le gouvernement proposera, à l'issue des négociations et des discussions qui ont pu avoir lieu, un ONDAM à 3,3%, dont 3,6% pour l'hospitalier. Ce qui, notamment, se traduit par une augmentation d'un peu plus d'1 milliard pour l'ONDAM hospitalier. Donc, en fait, la question qui se pose à nous, dans la difficulté, c'est pour ça que j'avais posé la question initialement, de savoir est-ce qu'on allait avoir les amendements du gouvernement au moment où nous étions amenés à débattre nous-mêmes, c'est que là, on parle en vase clos sur un ONDAM, une proposition gouvernementale qui n'existe plus en réalité. Donc moi, je serais tenté de vous dire, par pragmatisme et aussi pour gagner un peu de temps, qu'on pourrait considérer qu'on n'a pas d'ONDAM proposé aujourd'hui, qu'on aura le débat dans l'hémicycle, et qu'on pourrait voter l'amendement de suppression qui fera tomber les 30 amendements qui suivent et nous permettra d'aller au bout du PLFSS. Mais j'entends aussi l'autre argument qui consiste à dire que chacune des propositions totalement légitimes, moi j'ai plusieurs amendements qui incrémentent l'ONDAM que je souhaiterais voir, que ce soit sur l'hospitalier, sur le soin de ville et un peu plus loin sur les OGD, personnes âgées ou personnes handicapées. Voilà. Mais là, on le fait sur une base qui n'existe plus parce que, en réalité, on part d'un ONDAM gouvernemental dont on peut espérer, on va le vérifier demain, j'espère qu'ils vont le déposer avant la date limite, c'est la demande qu'on avait faite, et en tous les cas lundi quand on arrivera dans l'hémicycle, avec un ONDAM à 3,3 au moins. Je dis bien au moins parce que les négociations pourraient continuer encore. Mais par contre, ils retirent leurs amendements. Dans lequel il y aura ça. Bon, attendez, parce que Stéphanie Rist a demandé la parole et ensuite Philippe Vigier. Stéphanie. Justement, je rebondis sur les propos de M. Gage. C'est vrai qu'on est en commission et donc on parle de façon peut-être un peu moins politisée qu'en séance. On va peut-être arriver, effectivement, puisque c'est ce qu'a dit le gouvernement publiquement, à un ONDAM à 3,3%, qui semble amener une sorte de négociation peut-être aboutie avec les partis politiques qui permettent d'arriver à un vote de ce budget. On a de toute façon absolument besoin du budget. Moi, je maintiens deux trucs. C'est que l'ONDAM, c'est un objectif de dépense et dont on peut se dire que même à 3,3, il y a un risque qu'il puisse être dépassé. Ce d'autant que tant qu'on ne fera pas les réformes qui sont nécessaires, c'est-à-dire on le sait très bien, enfin, vous allez vous satisfaire d'un ONDAM à 3,3. Les années précédentes, on avait des ONDAM encore plus élevés pour lesquels vous aviez voté contre parce que vous trouviez trop bas. Donc là, c'est très bien, tant mieux parce qu'on a besoin d'un budget. Et ce que je veux dire, c'est qu'il est temps qu'on transforme le financement de notre système de santé qui permettent, et moi je ne crois pas comme beaucoup le disent que l'ONDAM est un mauvais outil, moi je ne crois pas du tout que ce soit ça le sujet, c'est pas l'outil qui est mauvais, c'est le financement de notre système qui n'est plus adapté au regard des besoins liés à une démographie vieillissante et qui repose essentiellement sur les cotisations du travail. Donc je trouve que c'est très bien, on va avoir un ONDAM qui augmente et tout le monde ici dans la commission sera évidemment content d'avoir un ONDAM plus haut. Encore une fois, ça reste un objectif, il sera quand même peut-être dépassé. Je crois que derrière ça, le vrai sujet, et voilà, je pense que c'est vraiment important qu'on le dise, le vrai sujet, c'est qu'on travaille là à transformer ce financement du système de santé, parce qu'on le sait tous ici dans cette commission, qu'on va dans un mur si on ne transforme pas ce financement. Merci. Philippe Vigier. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais dire à Jérôme Gage que ce qui se passe ici, c'est pas rien. Ou alors, on s'en va. Et moi, je suis désolé, je suis attaché au travail en commission. Comme l'a très bien dit Stéphanie Rist, un peu moins politisé, et ça nous permet aussi d'approfondir les choses. Deuxièmement, vous le savez très bien, il y a eu encore des discussions cet après-midi, donc le Premier ministre a pris un engagement.
notamment à la demande de certaines familles politiques, dont la vôtre, de revaloriser l'Ondam à 3,3%. Pas dire que ce n'est pas un petit effort, c'est un effort substantiel. Donc, moi, je veux bien qu'on supprime tout et qu'on arrive avec carte blanche, mais là, ça serait irresponsable. Parce que ces informations-là, vous les avez. Vous avez la copie du Premier ministre. Et il y a eu des discussions, encore, je le dis, aujourd'hui. Deuxième élément. Troisième élément, là où je suis totalement Stéphanie Ries. Pour mémoire, vous savez tous, chers collègues, que l'Ondam, et donc le montant en milliards d'euros qui est dévolu à l'assurance maladie, il a augmenté de plus de 20 milliards en 5 ans. Nul ne peut contester ces chiffres-là. 50 milliards en 5 ans, pardonnez-moi, c'est la fatigue. 60 milliards en 7 ans. 200 et là, on est à 260. Non, pardonnez-moi, c'est la fatigue. Merci de me reprendre. 60 milliards en 5 ans. Ça veut dire, quelque part, au bout d'un moment, il faut qu'on revoie, mais pas à la marge. Et là où j'ai un désaccord profond, mais je le dis très librement et avec beaucoup de respect avec mon collègue, notamment du groupe GDR qui est là, Yannick, je veux dire que la répartition des financements entre les mutuelles et l'assurance maladie, il faut le revoir. Vous avez vu ce matin la dépêche qui est sortie. 30% d'augmentation des prix des mutuelles en 4 ans. Et vous avez ce qui est annoncé pour 2025. Et le reste à charge, tout à l'heure, chers collègues, vous avez parlé de transparence. On ne sait même plus qui finance quoi, qui fait quoi. Et quelque part, celui qui est pénalisé, c'est l'assuré social. Et d'ailleurs, on a eu un texte sur lequel on vous a aidé hier, sur la prise en charge des cancers avec les restes à charge. Bref. Donc, franchement, avec cet Ondam-là, à 3,3, on ne va pas tout résoudre tant s'en faut. On sent bien qu'on est sur un chemin de crête difficile. Mais j'aimerais vraiment que, de toute façon, ce n'est pas dans l'hémicycle que ça se passera. Si on est capable, de façon transpartisane, parce qu'on ne dit pas des choses totalement différentes, Jérôme Guesch ne me contredira pas. On était ensemble l'autre jour dans un débat dans lequel nous avons dit quasiment peu ou prou les mêmes choses. Qui fait quoi? Le service territorial de santé, c'est quoi? Le décloisonnement public-privé. Le fait de donner une responsabilité à nos soignants était quelque chose absolument de fondamental. Donc, posons les bases rapidement, et c'est comme ça qu'on permettra d'avoir, me semble-t-il, pour le budget 26, une approche singulièrement différente. Allez, Monsieur Davy et Monsieur Monet. Merci, Monsieur le Président. Non, mais c'est nécessaire d'avoir ces discussions. Non, mais c'est pour ça que je laisse filer un petit peu le temps, mais n'en profitez pas trop merci, quand même. Monsieur Thibault Bazin, de redonner les chiffres. Avant la négociation et toutes les discussions, normalement, l'Ondam devait augmenter de 3,1%. En tout cas, c'est ce que j'ai là. Je ne suis pas sûr que c'est ce que vous avez dit. C'est pour ça que j'ai encore des doutes. Mais néanmoins, ce qu'on avait de la part de la Fédération hospitalière de France, et ça, vous ne l'avez pas dit, et ça me semble important de le rappeler, c'est qu'une fois neutralisée l'enveloppe de compensation de l'augmentation des cotisations, l'évolution n'était que de 2%, et une fois neutralisés les impacts de l'inflation, l'évolution nette n'était plus que de 0,2%. Parce que c'est bien de dire ça augmente de 3%, mais il faut rappeler ce que nous dit la Fédération hospitalière de France, c'est qu'en réalité, à la fin, ça n'augmente que de 0,2%. Bon. Donc c'est pour ça que ce que demande, en tout cas pour la partie Ondam hospitalier, ce que demande la Fédération hospitalière de France, c'est une augmentation de 6%, c'est ce qu'elle demandait au printemps. Là, elle demande un peu moins. Je n'ai pas essayé de comprendre. Et les salariés que nous avons rencontrés au Tour de France de la santé demandent plus que 10% d'augmentation de l'Ondam. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous dites que les dépenses de santé augmentent. Oui, elles augmentent, mais c'est normal qu'elles augmentent pour des tas de raisons. Mais je vous fais quand même remarquer qu'on a transformé profondément notre système de santé, notamment avec la tarification à l'acte, avec des tas de réformes dans les années 90, soi-disant pour limiter les dépenses de santé. On n'a pas arrêté de faire venir le privé. Voilà, tout ça, on a ouvert à la concurrence plein de choses. Et à chaque fois, je finis juste là-dessus, et à chaque fois, c'était pour limiter les dépenses de santé. 20 ans plus tard, les dépenses de santé, vous l'avez dit, ont augmenté de 60 milliards. Je vous pose la question, pourquoi? Très bien. Merci. S'il vous plaît. Monsieur Monet. Monsieur Monet. Mais écoutez, avec la gauche, ça fait longtemps que la gauche n'a pas été au pouvoir, mais... Et je n'ai pas dit quand est-ce qu'elle l'a été la dernière fois. Laquelle? Ça fait peut-être plus longtemps que ce que vous pouvez le penser. Bon, j'ai rien allez. vu. Non, écoutez, s'il vous plaît. deux choses. Non, mais deux choses. On peut avoir tous les tableaux qu'on veut, on peut avoir tous les chiffres que l'on veut. De façon très empirique, on constate tous les jours sur le terrain, sur nos circonscriptions, qu'on a un vrai souci dans l'accès aux soins. Enfin, je veux dire, qui peut aujourd'hui prétendre que tout est bien? Ça, donc, on sait que la question de l'Ondam, c'est un vrai sujet, mais la question de l'accès aux soins, c'est un vrai sujet. Moi, ce que je regrette dans ce que vous dites, c'est que vous ne dites pas tout. Vous savez, quand un élu dit « il faut revoir », vous avez une idée en tête, mais si, tu ne dis pas tout. Écoutez,
on assèche les recettes de la sécurité sociale et vous passez votre temps à les assécher, on a vu sur l'article 6. Et après on dit, bah non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas assez, ça ne fonctionne pas. Donc il y a une stratégie. Moi, je veux que vous posiez votre stratégie. C'est quoi le modèle économique pour vous de la sécurité sociale? Comment doit-il évoluer? Moi, celui que je connais qui fonctionne, c'est quand c'est les partenaires sociaux qui gèrent ça. Qui géraient ça, ça fonctionnait bien. Et qu'on ait suffisamment de recettes en fonction des besoins que l'on a identifiés. Non mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est pénible, ça. Donc, dites tout, alors. C'est quoi votre stratégie de financiarisation, par exemple, comme je le crois, de la sécurité sociale? Posez tout sur la table, on débattra. Si vous avancez comme ça, masqué, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Moi, j'avance, je suis pour le 100% sécu. Voilà. Dites, c'est quoi votre modèle, vous? Et basé sur la cotisation, c'est quoi votre modèle de financement de la santé? Bon, très bien. Alors, écoutez, attendez. Parce que, au vu du débat, est-ce qu'il serait... Bon, on va d'abord voter l'amendement de suppression. Je peux répondre quand même? Ah oui, pardon, monsieur le rapporteur. Ouais, madame Abdel, on me présenter. Ouais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux juste apporter quelques éléments de précision parce que moi j'essaye de vous livrer les informations que j'essaye d'obtenir, même si elles sont traduites en amendement gouvernemental. Je ne suis pas le télégraphe du gouvernement, mais ma responsabilité, c'est de pouvoir demander des informations, et j'essaye de vous les livrer au fur et à mesure, y compris le contenu de mes échanges là-dessus. Les chiffres que vous évoquez, notamment le 3,1%, monsieur Davy, ça correspond en fait aux établissements de santé. Moi, je vous ai donné les chiffres totaux sur l'ensemble de l'ONDAM parce qu'on était sur ces chiffres-là. Je le dis, c'est important. Ensuite, vous évoquez la FHF. Le 4,9, en fait, leur attente, ce n'est pas 4,9%, c'est 4,9 milliards. Et c'est vrai, on en était loin, puisqu'on était à 3,3 dans le projet initial. Si je vais encore plus loin, je vois l'intention du gouvernement qui devrait être pas loin de 4 milliards. Et donc, c'est beaucoup mieux, finalement, que les 3 qui étaient au départ. Maintenant, moi, je n'ai pas l'amendement du gouvernement. Il ne vous a pas échappé qu'il n'était pas déposé. Il pourrait le déposer, c'est sa liberté, mais on ne peut pas avoir d'injonction. Voilà. Donc, on est quand même sur un sujet, 4,9 milliards, c'est quand même pas rien. Après, j'ai entendu M. Monnet qui nous dit qu'il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas d'ONDAM. Moi, ma responsabilité dans ce nouveau rôle, qui n'est pas évident pour moi, oui, vous dites qu'il n'y en ait pas, mais notre cadre organique, aujourd'hui, prévoit qu'on ait un ONDAM. Et j'allais dire, c'est même une information pour le Parlement. Je vais même aller plus loin, mes chers collègues, c'est que je pense que pour un certain nombre d'acteurs, pour un certain nombre d'assurés sociaux, pour des professionnels de santé, ils ont besoin de connaître ces trajectoires. Parce que derrière, quand on dit l'évolution des dépenses qui est imaginée, bah derrière, ça donne en perspective les évolutions de moyens. Et voilà, dire qu'il n'y a pas d'ONDAM, je pense qu'en l'état actuel, si on ne l'a pas remplacé par autre chose, et Stéphanie Rist a des pistes, on doit progresser là-dessus, on n'y est pas. Moi, je vous proposerai de retirer tous vos amendements sur l'ONDAM, puisqu'on n'a pas l'amendement du gouvernement. D'ailleurs, l'ONDAM qui est dans le texte qu'on étudie, ce n'est pas l'ONDAM du projet initial, puisque le gouvernement a déposé un amendement pour rectifier son propre ONDAM. Au Sénat. Et donc là, voilà, sinon on peut avoir un débat pendant 27 amendements. Voilà. Bon. Mais je pense qu'on va discuter dans le vague parce que le gouvernement n'est pas là. Oui, monsieur Clouet. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est juste pour vous dire rapidement, des fois que le débat s'arrête là, dire rapidement pourquoi nous, on va voter l'amendement de suppression. Oui. C'était bien qu'on ait l'avis de tout le monde. Nous, on va le voter parce qu'on est d'accord avec les collègues qui sont intervenus avant, nous disant qu'on a effectivement un décalage entre le besoin en soins de santé et les moyens qui sont sur la table. Moi, je veux juste vous dire en fait à qui je vais penser en votant la suppression, parce que ce budget me paraît insuffisant. Je vais penser, par exemple, à l'hôpital Joseph Ducoing à Toulouse, aux secrétaires médicaux qui sont payés en dessous du SMIC dans leur convention collective. Je vais penser aux sages-femmes, à la maternité Purpan qui sont 120% de temps de travail par rapport à leurs engagements hebdomadaires. Je vais penser
aux salariés en cardio qui se sont fait sucrer leur prime de 50 € en soins intensifs, là, au mois de décembre pour Noël. Je vais penser également aux réquisitions d'agents qui sont en arrêt à l'hôpital pour qu'ils tournent. Je vais également penser à la patiente de Maddy Charcot qui est en grève de la faim parce qu'on lui a retiré son auxiliaire de vie. À Toulouse toujours, je pense au service d'hémato, à l'hôpital des enfants qui n'est pas qualifié en soins critiques alors qu'il est demandé. Ou à un secteur, et je finis là-dessus parce que M. Baltou, vous le connaissez bien, vous étiez venu d'ailleurs, et vous avez fait le plaisir de venir pour venir prendre l'urgence de la situation dans le service psy au CHU de Purpan où il y a eu un suicide et 2 viols de patientes et de patients. Voilà. Donc moi, c'est en pensant à ces personnes qui font ce qu'elles peuvent avec aucun moyen et avec des heures sup non payées à gogo que je ne peux pas accepter le budget qui est remis là. En tout cas, c'est à celle-ci et cela que je penserai en votant l'amendement de suppression. Très bien. Bon, merci. Je crois qu'on a été au bout du débat. Je retire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense qu'effectivement, la proposition du rapporteur est une proposition tout à fait honnête, qu'effectivement, face à ces incertitudes qu'on a sur le montant définitif de l'Ondam, on retire les amendements qui permettent effectivement de ne pas ergoter pendant des heures. Bon. Alors, sur l'amendement de suppression, attendez, sur l'amendement de suppression, là, je vais le mettre aux voix, qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour l'amendement de suppression. Là, non, ils ont la majorité, là. Hein, ouais. Très bien. Donc, l'amendement de suppression est voté. Et donc, l'article 27 tombe. Philippe. C'est un changement de rapporteur? Oui. Philippe. Ah, on change de rapporteur. Philippe. Nous passons à l'article 28. L'article 28, c'est l'objectif de dépenses de la branche accident du travail et maladies professionnelles. Défendu. Alors, avec un amendement de suppression de M. Monet, défendu. Et un amendement de suppression de M. Maudet, défendu aussi. Défendu. Avis du rapporteur. Très rapidement, Monsieur le Président, je dis à nos deux collègues, vous voulez supprimer l'article 28 qui fixe l'objectif de dépenses de la branche accident du travail. Mais vous le savez, chers collègues, parce que vous connaissez bien la loi de financement de la sécurité sociale, cette inscription est obligatoire, donc on ne peut pas retenir votre proposition d'amendement. Je voudrais simplement vous rappeler une chose, vous avez fait référence à un temps assez ancien sur les dépenses, sur les accidents du travail. Je vous rappelle que sur 2025, l'objectif est fixé à 17 milliards d'euros, 6,3% de plus que l'année précédente et 28% de plus que sous la 14e législature. C'était 2012-2017. C'est un petit clin d'œil que je renvoie pour montrer quand même que les augmentations sont importantes. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Alors, l'amendement... S'il vous plaît. Non, mais sincèrement, là, le niveau monte, là. Alors, je sais bien que tout le monde est peut-être fatigué, mais... voilà, c'est pas la peine de faire du bruit pour manifester sa fatigue, parce que ça rajoute de la fatigue à la fatigue. Donc, l'amendement de suppression avec un avis défavorable du rapporteur, je le mets aux voix, ces deux amendements de suppression, je les mets aux voix, qui est favorable à ces amendements de suppression. Ils sont adoptés. Sur l'article... Donc l'article 28 est supprimé, pardon. Oui. L'article 29, l'objectif de dépenses de la branche vieillesse. C'est pas toi, mais c'est toi. Nous avons un amendement de suppression défendu de M. Monet. Madame le... Défavorable. Défendu. C'est M. Clouet, pardon. Oui, tout à fait, c'est un amendement de suppression, car nous sommes en désaccord avec les équilibres des comptes, ou plutôt le déséquilibre des comptes, dès lors que la progression des recettes et la progression des dépenses ne sont pas synchrones. Hein. Je rappelle que la progression des dépenses est prévue à 6,8, alors que la progression des recettes est prévue à 5,5. Ça devrait plaider pour qu'on ait une discussion toutes et tous ici pour lever les recettes nécessaires dans les caisses, notamment en élargissant l'assiette des cotisations sociales. On va le rappeler, prime Macron, intéressement, participation, le plus-value sur les dividendes et levée-vente d'actions. Okay. Et donc, on estime que tant que la question des recettes n'est pas posée, pour redire, comme disait M. Macron, on a un problème, c'est celui des recettes. C'est rare que je le cite, donc profitez. Eh bien, je pense que pour une fois, il avait raison. Reste à lever l'argent là où il se trouve. Très bien. Alors, je vais demander son avis. S'il vous plaît. Allez, monsieur le rapporteur. Oui, monsieur le président.
C'est une disposition obligatoire du PLFSS qu'avoir cet article. Donc moi je propose, Monsieur Clouet, que vous retiriez votre amendement parce que ce serait plus cohérent que vous votiez contre l'article, mais il ne faut pas le supprimer. Bon. Je ne vous permets pas. Bon, on va voter les... On va voter les amendements de suppression, s'il vous plaît. Qui est favorable à ces amendements? Eh bien, ils sont adoptés. L'article 29 disparaît. L'article 30 sur la branche famille, avec un amendement de suppression de la rapporteure. Merci. Cet amendement vous propose la suppression de l'objectif de dépenses, c'est bientôt fini, hein, de la branche famille, en raison du manque d'ambition, voire du manque d'intérêt dont ce PLFSS témoigne à nouveau pour la politique familiale. En effet, une refonte, il y en a une qui va s'évanouir, je pense, là devant. Une refonte globale de la politique familiale française aujourd'hui est nécessaire. Non seulement elle ne répond pas aux attentes des parents, notamment en ce qui concerne la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, mais elle ne garantit pas plus le bien-être des enfants. Elle se base par ailleurs sur une vision nataliste qui ne correspond pas non plus aux attentes des jeunes couples et en particulier des femmes. Il faut promouvoir une politique familiale qui réponde vraiment aux besoins des familles, des prestations qui garantissent le maintien de leur pouvoir d'achat dès l'arrivée du premier enfant, des congés parentaux qui favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes dans la sphère domestique comme dans le monde du travail, des modes d'accueil pour les jeunes enfants qui soient axés sur leur bien-être et leur développement, tout en permettant à leurs parents de concilier leur vie familiale avec leur vie professionnelle. Et ça sera favorable. Très bien. Il y a un amendement aussi de Mme Garin et M. David. Avis défendu. M. Clouet, défendu. Défendu. Merci. M. Monet. Pardon? Pardon? Non, il n'est pas défendu. OK. Donc je vais mettre aux voix les amendements de suppression. Qui est favorable à ces amendements de suppression? OK, ils sont adoptés. Donc l'article 30 est supprimé. Nous avons encore deux amendements. Sur l'article 31, amendement de suppression, Madame la rapporteure. Ah pardon, oui, excusez-moi, c'est la branche autonomie. Alors préparez-vous à défendre votre amendement. Ah oui. Alors, nous sommes à l'article 31. C'est la branche autonomie. Chut, 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 chut. Allez, encore 5 minutes. Avec un amendement de suppression déposé par Madame Hamdan. Défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Ah, excusez-moi, il était attaché. Défendu. OK. Donc défavorable aux deux amendements de suppression. Oui. Très bien. Alors, qui est favorable à l'amendement de suppression? Très bien. L'amendement... L'amendement de suppression est voté et donc l'article 31 est rejeté. Il nous reste à mettre aux voix, s'il vous plaît, il nous reste à mettre aux voix l'article 32, qui est favorable à l'article 32, qui est défavorable à l'article 32. L'article 32 est rejeté. Je vais mettre aux voix la troisième partie du PLFSS, qui est favorable à la troisième partie du PLFSS. Une voix, qui est deux voix, qui est défavorable. Donc la troisième partie est rejetée. Bon, chers amis, merci. Nous avons terminé à quelle heure? À 11h15. Merci aux différents rapporteurs. Et on se retrouve lundi en séance. Qui sait, il y aura peut-être un troisième examen d'un PLFSS 2025. Qui sait?